Bonjour tous. Alors, dans un premier temps, nous allons accueillir les familles Brice, Renac, je ne sais pas comment il faut dire, mais j'associe les deux, ainsi que les familles Balzan. Je vais maintenant demander à Marie Osmond de lire un petit message que je vous avais fait passer, écrit par Antoine Balzan, donc qui est le petit-fils de Robert Balzan. Voilà. Marie Osmond, je te passe le micro. Notre cousin Antoine Balzan regrette vivement de ne pas pouvoir participer à la rencontre entre les familles Renac, Brice et Balzan à Vels aujourd'hui, ce 28 mai 2022. En tant que petit-fils de Robert Balzan, il souhaite s'associer à l'hommage qui est rendu aujourd'hui à Jean-Pierre Renac et nous a demandé de lire ce message. Ceux de ma famille qui nous représentent aujourd'hui ne manqueront pas d'exprimer toute l'admiration due à cet homme courageux, sous-lieutenant de la France libre, âgé de 27 ans, que l'accident de parachute du 30 mai 1942 sur le territoire de Vels empêcha de réaliser jusqu'au bout une mission de la plus haute importance pour la résistance. Nous sommes conscients aujourd'hui que la cause de la résistance n'était pas comprise alors par bon nombre de nos compatriotes et j'exprime au nom de ma famille tout le respect et l'admiration dus à Jean-Pierre Renac et le regret pour les propos tenus à son sujet par mon grand-père Robert Balzan. Je suis heureux d'apprendre qu'une plaque commémorative à sa mémoire sera apposée aujourd'hui à Vels. Antoine Balzan nous prie de transmettre ses respects à votre famille. Merci Marie Osmond, c'était très touchant. Voilà. Moi, je vais m'associer aux remerciements, bien sûr, que vient de faire Gilles Guillaume. Et je tiens à remercier également l'atelier d'histoire de Vels qui m'a fourni énormément de documents pour que je puisse un petit peu avancer dans cette histoire. Et les documents qui seront cités ici viennent en grande partie de l'atelier de Vels. Donc on va faire un petit peu un bond dans le temps, on va revenir 80 ans en arrière, dans cette nuit du 29 mai au 30 mai 1942. On est en Angleterre, c'est un vendredi. Il y a un homme qui attend sur le tarmac pour embarquer à bord d'un avion, un Whiteley. Alors un Whiteley, c'est un bombardier, un avion assez conséquent, c'est un bimoteur. Et ils attendent quoi? Ils attendent le feu vert de la météo. La météo donne son feu vert, l'homme monte dans l'avion et l'avion décolle. Alors l'équipage de l'avion est composé d'un pilote, d'un copilote, d'un navigateur, d'un largueur et d'un mitrailleur à la fin dans la queue de l'avion pour assurer la sécurité de l'avion. En général, ces avions-là étaient utilisés pour larguer plusieurs personnes. Et cette nuit-là, il ne va être utilisé que pour un seul largage, ce qui est assez rare quand même. Cette mission, ça sera le parachutage d'un officier du BCRA. Alors, vous allez souvent l'entendre, ce nom BCRA. Alors, le BCRA, c'est le Bureau Central de Renseignement et d'Action. C'est un service qui dépendait du général de Gaulle et qui était dirigé par le colonel Passy. Donc, ça va revenir souvent, BCRA. Vous verrez, il y a pas mal d'acronymes qui vont revenir aussi. Alors, l'avion va décoller, il va survoler la Manche sans problème et il va aborder les côtes françaises au niveau de la Normandie.
Et là, le temps se gâte, le temps devient très mauvais, mais le pilote décide de continuer. Le pilote va diriger son avion entre les villes de Tours et les villes de Blois, afin d'éviter les tirs de la DCA allemande. Et il va se diriger ensuite vers Châteauroux, enfin en zone libre, et il va commencer sa descente. Alors là, le passager est avisé qu'on est en approche, on commence à descendre, et il va faire ce que font tous les parachutistes quand ils se préparent à sauter, on vérifie son équipement. Alors il va se lever, il va vérifier son parachute, s'il est bien accroché, il va vérifier son casque, il va vérifier que le colis qu'il embarque avec lui est bien rattaché à son harnais, il va vérifier que sa SOA, encore un acronyme, la SOA c'est la sangle d'ouverture automatique, c'est la sangle qui reste accrochée à l'avion et qui permet qu'une fois que le parachutiste a sauté, de faire sortir le parachute de son enveloppe qui est dans le dos. Hein. Donc il vérifie tout ça et le largueur ouvre la trappe. Alors, malgré qu'il y avait une très bonne visibilité, on était dans une nuit de pleine lune, le pilote va pas trouver immédiatement la drop zone, hein, la zone de largage. Alors il va tourner longtemps dans Velle, il va faire des tours et des contours comme ça très longtemps. Et on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, il donne le top et le parachutiste se jette dans le vide. Alors à 6h du matin, 6h, 6h30, à la ferme le Guigné, chemin du Guigné à Velle, un cultivateur, un agriculteur, monsieur Honoré Beurrier, s'apprête à sortir de chez lui comme tous les jours pour aller au travail. Monsieur Beurrier, c'est un homme qui a 43 ans, qui est marié avec Ernestine, il a 2 enfants, Roland et Roselyne. Et monsieur Beurrier, une fois qu'il franchit la porte, son attention est attirée par quelque chose d'étrange, d'inhabituel au milieu de son champ, à 30 mètres légèrement sur la droite. Et bon, il se rapproche, bien sûr, il va voir ce qui se passe. Et là, il découvre le corps d'un homme allongé au sol, avec un parachute derrière lui. Alors ça l'intrigue. Et là, il se souvient que durant la nuit, effectivement, il a bien entendu cet avion qui tournait autour de sa tête. Mais avec sa femme, ils se sont dit, c'est peut-être des avions allemands, donc vaut mieux rester au lit, pas allumé, on ne sait jamais. Là, il fait le rapprochement avec le parachutiste. Alors, immédiatement, il court en centre-ville, alerter le premier adjoint de la mairie, qui est monsieur Gustave Doré, et il lui raconte ce qu'il a découvert dans son jardin. Monsieur Gustave Doré, il est un petit peu sceptique, il est surpris, il y a un parachutiste à Velle, qu'est-ce qu'il fera à Velle, il n'y a pas de résistance à Velle. Mais quand même, il décide d'aller voir, il dit on va se rendre sur place. Chemin faisant, il récupère le garde champêtre qui s'appelait Gustave Guilbault, et tous les trois, ils retournent au Guigné, à pied, tout ça à pied. Hein. Une fois qu'ils sont au Guigné, force est de constater qu'il a divré, il y a vraiment un homme allongé qui est inanimé dans le jardin. Donc là, il va prendre les choses en main, le premier adjoint, Gustave Doré, va demander au garde champêtre de rester sur place, de protéger un peu les traces et indices, mais surtout d'empêcher quiconque d'approcher du parachutiste. Et lui et l'agriculteur, ils vont retourner en centre-ville. Alors vous avez vu, pour ceux qui connaissent, hein, c'est pas très loin, mais enfin ça fait quand même quelques centaines de mètres. Et ils vont se rendre à la poste de Velle pour téléphoner. Ils vont téléphoner dans un premier temps à la gendarmerie d'Ardentes, qui est la gendarmerie qui a une quinzaine de kilomètres d'ici. Hein. Ils vont téléphoner à la gendarmerie pour les aviser de la découverte macabre, mais également ils vont téléphoner au maire en titre, qui est Robert Balzan. Robert Balzan, lui, il ne vit pas à Velle, il vit à Châteauroux, au parc à Châteauroux, à côté de l'usine. Ensuite, l'agriculteur et l'adjoint au maire vont revenir à la ferme. Et là, quand ils arrivent là, aux surprises, il y a déjà une dizaine de personnes qui sont devant la ferme et qui regardent un petit peu ce qui se passe. Alors on ne sait pas comment ils ont été prévenus, mais en tout cas, ils sont là. Alors tout le monde semble se demander ce que fait ce parachutiste ici. Hein. Bien sûr, on a très bien compris que c'était quelqu'un qui venait d'Angleterre, mais personne ne l'exprime ouvertement. Hein. Tout le monde dit, tout le monde se regarde, mais que fait cet homme ici, quoi. À 8h30, le maire arrive. Alors Robert Balzan, il est un petit peu excédé, un petit peu énervé. 2 jours avant, le maréchal Pétain était venu à Châteauroux et il lui avait serré la main. Et puis 48 heures après, il y a un gars qui lui tombe sur sa commune comme ça. Alors il n'est pas content du tout. Il trépigne sur place. Et voilà, c'est un problème qu'il n'attendait pas. Mais néanmoins, Robert Balzan, qui est un fervent catholique, va se rapprocher du corps. Il va se décoiffer et pendant longtemps, il va faire une prière. Il va prier. Mais alors il va dire une phrase qui, moi, je trouve un peu ambiguë. Il va dire, alors je le cite, hein, « Je salue un mort qui a fait son devoir ou qu'il pensait être son devoir. »
On le prend comme on veut, mais enfin c'est un petit peu ambigu. Moi je trouve que c'est un peu ambigu. Ensuite, Balzan va rejoindre le groupe de curieux dans lequel se trouve son premier adjoint et le cultivateur, pardon. Et bon, bah là on commence à discuter. Le premier adjoint lui dit que ce sont les gendarmes d'Ardentes qui vont mener l'enquête, que eux, leur mission consiste à garder le corps. Et là ils vont discuter à brûle-pourpoint, et Gustave Doré va demander à Balzan s'il pense qui peut être cet homme-là qui est là, qui ça peut être. Et Balzan va avoir cette phrase qui va être lourde de conséquences pour lui. Il va dire, si c'est un Anglais, un ennemi de moins. Si c'est un gaulliste, un traître de moins. Et cette phrase, il va la répéter 2 fois, d'une voix très forte, afin d'être entendu par les gens. Alors dans le groupe, on entend un petit peu un brouhaha. Certaines personnes ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit. Il désapprouve un peu ce qu'il dit. Bon, il l'a dit, c'est comme ça. En milieu de matinée, les gendarmes d'Ardentes arrivent sur place. Alors on a les noms des gendarmes, ils s'appellent Chanot, Penaud et Breton. Ils arrivent sur place et ils commencent les investigations. Alors, ils vont faire un peu ce que tous les gendarmes font et qui continuent à faire, c'est-à-dire que ce qu'ils vont appeler en photographie la situation. Ils remarquent que l'homme est étendu sur le dos, qu'il a les jambes et les bras allongés, que le corps est encore chaud, même si la mort a déjà fait son œuvre. Il est toujours accroché à son parachute. Et il remarque que le casque en caoutchouc de protection qu'il a sur la tête est enlevé de la tête, mais toujours rattaché au niveau du cou. Et il constate que l'homme est revêtu d'une combinaison en toile épaisse de couleur vert foncé. En dessous, il a une gabardine blanche, il a un costume gris, et il a des chaussures jaunes. C'est ce qu'il remarque en premier. Et à côté du corps, il y a un paquet rectangulaire. Alors on connaît les dimensions parce qu'on a retrouvé le compte-rendu, le rapport des gendarmes, donc tout ça on le tient par le rapport des gendarmes. À côté, il y avait un colis alors on a les dimensions, 70 cm de long, 50 cm de large et 40 cm d'épaisseur. Il est rattaché au parachute. C'est rattaché au parachute. Alors les gendarmes vont commencer à fouiller le corps. Ils vont découvrir une carte d'identité et un permis de conduire, une carte d'alimentation au nom de Jean-Pierre Royer. Jean-Pierre Royer, né le 27 mars 1915 à Paris 8e, et demeurant 11 rue de la République à Montpellier dans l'Hérault. Et sur la carte d'identité, avant ça c'était mentionné, il y a la profession, il y a marqué agent commercial. Dans un portefeuille, ils vont trouver la somme de 6 500 francs et quelques photographies personnelles. Et en fouillant encore dans les poches, ils vont trouver des plans de la région de Bouesse, de la région d'Argenton-sur-Creuse et de la Souterraine. Pour ceux qui ne sont pas d'ici, comme moi, c'est à côté. Et les gendarmes avaient procédé à l'inventaire du paquet lorsqu'arrive le commandant de la section de gendarmerie qui est accompagné du commissaire de la surveillance du territoire de Châteauroux. Alors, la surveillance du territoire, après la guerre, c'est devenu la DST. Maintenant, ça s'appelait la DCRI, et maintenant, je crois que ça s'appelle la DGSI, je crois. Alors, ils arrivent sur place pour voir ce qu'il en est. Alors, en leur présence, ils vont ouvrir ce paquet. Ce paquet contient 2 musettes. Dans la première musette, il y a des effets personnels du parachutiste, du linge, du nécessaire de toilette, etc. Je ne vais pas vous donner toute la liste, pour ceux que ça intéresse, c'est dans le livre, pour ceux qui voudront l'acheter. Dans la seconde musette se trouve un appareil émetteur-récepteur complet et surtout en état de marche, mais également 2 enveloppes. Alors on ouvre les enveloppes. Dans la première enveloppe, il y a 160 000 francs. Dans la deuxième enveloppe, il y a 200 000 francs, et le tout en billets de 1 000 francs. Alors il faut savoir que 360 000 francs pendant la guerre, c'était une somme colossale. L'ensemble est remis dans son intégralité au commissaire de surveillance du territoire. Là arrive sur place un médecin qui a dû être appelé par les gendarmes, qui vient constater un petit peu le décès. Alors c'est le docteur Jacques Alain, qui est médecin généraliste à Bouesse. Alors il va arriver en vélo, lui, il arrive en vélo, et puis avec le gendarme breton, ils vont déshabiller le parachutiste. Et là, le gendarme, sur le parachutiste, il découvre à même la peau une 3e enveloppe enveloppée dans un emballage de caoutchouc, et c'est vraiment une très grosse enveloppe contenant une liasse de billets de 1 000 francs. Là, il n'y a pas de décompte de fait. On peut estimer qu'il y a plus de 100 ou 200 000 francs encore dans cette enveloppe. Et cet argent va être remis également au commissaire de la surveillance du territoire. Alors, ce médecin, qui est un médecin généraliste, ce n'est pas un médecin légiste, il va faire des constatations sur le corps. Alors, il va remarquer déjà qu'il n'y a pas trop de traces sur le corps, il a quelques petits hématomes sur le visage, mais il remarque surtout qu'il a une déformation
par aplatissement de l'hémithorax. L'hémithorax, c'est ici. Il conclut, alors je le cite, « Le décès me paraît dû à un traumatisme thoracique grave avec possibilité d'embrochement du cœur. » Traumatisme thoracique grave avec possibilité d'embrochement du cœur. C'est-à-dire que quand le parachutiste est tombé, il a dû taper sur quelque chose et une côte a dû perforer le cœur. Alors, il a peut-être perforé une artère ou le poumon. Il n'y a pas de sang extérieur, c'est une hémorragie interne qu'il a dû mourir, ce parachutiste. Alors, sans éléments complémentaires, le médecin va conclure à une mort accidentelle et il va pouvoir délivrer un permis d'inhumer. Par conséquent, il n'y aura pas d'enquête médico-judiciaire et il n'y aura pas d'autopsie. Donc on ne saura jamais de façon formelle de quoi est mort le parachutiste. Mais il y a de fortes chances que le médecin n'avait pas tort. Alors les gendarmes vont repartir, ils vont prendre le parachute, ils vont prendre toutes les affaires, ils vont laisser le corps sur place. Le maire, M. Balzan, va demander à l'agriculteur de bien vouloir transporter le corps de sa ferme, non pas à la mairie comme ça se faisait par le passé, mais directement dans la remise à outils qui se trouve au cimetière de Vesles. Ensuite, le maire il va télégraphier à son homologue de Montpellier pour qu'il avise la famille Royer, à l'adresse qui a été donnée sur la pièce d'identité, c'est le 11 rue de la République. Il leur demande d'aller voir et puis de leur dire que bon, un membre de leur famille est mort à Vesles et il demande des instructions. Et sans instruction de leur part, le parachutiste sera enterré le 1er juin. Le lundi 1er juin. Puis dans l'après-midi, il va prévenir le curé de la paroisse, qui est Raymond Rousseau, et il l'avise qu'il aura à se charger d'une inhumation lundi après-midi. Alors à ce stade du récit, moi je me suis posé la question de savoir si le parachutiste était mort sur le coup, ou s'il était mort bien plus tard. Et quand je suis venu à Vesles rencontrer des personnes, des dames, 3 personnes. J'ai rencontré Madame Marie Jarot, qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui, et elle m'a raconté que lorsqu'elle avait 9 ans, elle et sa mère se sont retrouvées devant la ferme du Guigné le jour de la mort du parachutiste. Et avec ses yeux d'enfant, Marie Jarot, à quelle époque ça s'appelait Foulatier, Jarot c'est son nom d'épouse, et elle avait remarqué quelque chose que même les gendarmes n'ont pas mentionné dans leur rapport. Elle a remarqué que le parachutiste, avec ses pieds, avait creusé le sol sous lui, formant une petite cuvette. Alors, ce témoignage, bon, il a l'air insignifiant, mais il laisse à penser d'une part que le parachutiste n'était pas mort. S'il a creusé sous lui, c'est qu'il n'était pas mort. Surtout, ce qu'il laisse à penser, c'est qu'il n'avait pas les jambes cassées, sinon il n'aurait pas pu faire ça. Et surtout, il n'avait pas la colonne vertébrale cassée, comme on a pu le lire par moment. Avec une colonne vertébrale de cassée, on ne peut pas bouger ses membres. Alors, ce pauvre parachutiste, malgré ses blessures, dans un dernier effort, avait-il essayé de se relever? En tout cas, on ne le sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que mourir au combat, ça, il s'était sûrement préparé. Tomber entre les mains des nazis, il s'était préparé. Mourir ici, comme ça, tout seul, je ne pense pas qu'il s'était préparé à se voir mourir comme ça. On arrive au lundi 1er juin. La mairie de Montpellier n'a toujours pas répondu. Donc, il est décidé d'inhumer le parachutiste au cimetière de Vesles. Alors, il y a un emplacement qui est réservé. Alors, on connaît cet emplacement par le curé de Vesles, l'abbé Rousseau. C'est dans l'allée principale du cimetière, juste après le monument aux morts de la guerre de 14-18, juste derrière, et un petit peu qui mord sur l'allée principale. C'est l'endroit qui a été réservé. Donc, le prêtre, lui, se retrouve tout seul avec 4 porteurs et un fossoyeur. Il n'y a personne d'autre dans le cimetière. Et l'abbé Rousseau vient embêter parce qu'il ne sait pas de quelle confession est le parachutiste. Donc, dans le doute, il se contente de bénir le corps et on va inhumer le parachutiste à 14h. Quelques jours plus tard, la mairie de Montpellier va répondre. Alors, elle va dire qu'elle s'est bien rendue à l'adresse donnée, mais qu'à cette adresse-là, il n'y a aucune famille royère, il n'y en a jamais eu. Donc, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir que c'était une fausse identité. Et alors là, Robert Balzan va avoir une réaction un petit peu bizarre. Il a peut-être jugé que de mettre une fausse identité dans l'état civil de Vesles, ça ne devait pas se faire. Donc il refuse catégoriquement qu'on enregistre ce décès. Ça aurait pu être un Français, ça aurait pu être un Anglais, ça aurait pu être un Polonais ou n'importe qui, mais il refuse. C'est comme ça, Balzan il a décidé, et puis on ne discute pas les ordres de Balzan, donc c'était un monsieur dont on ne discutait pas les décisions. Donc voilà. Ça lui sera jamais reproché, de toute façon. Alors la nouvelle de la découverte de ce corps, ça va vite faire le tour des environs.
Et il y a 3 résistants locaux, alors là aussi on a encore les noms, c'est Georges Pirot, Robert Sanson et Georges Vignal, à qui on a rapporté l'incident, et puis on lui a rapporté surtout les propos de Robert Balzan. Alors ils décident de réagir à leur façon. Il rédige à la machine à écrire une lettre ouverte, dénonçant le comportement du maire. Et c'est Robert Sanson, qui n'est pas connu des gens de Vesle, qui va être chargé de placarder les lettres dans la ville. Et quelques exemplaires sont même glissés dans la nuit du 3 ou 4 sous la porte de certains habitants. Alors immédiatement, Gustave Doré, le premier adjoint, il avise en gendarmerie. Les gendarmes reviennent à Vesle et font une enquête. La première chose qu'ils demandent, qui possède une machine à Vesle? Et tout le monde leur dit, ben, le secrétaire de mairie, pour ses fonctions, c'est le seul à avoir une machine. Alors bien sûr, les gendarmes commencent à se jeter un petit peu vers le secrétaire de mairie, mais heureusement, M. Gustave Doré, qui n'est pas un imbécile, il avait prévu le coup, il a demandé au secrétaire de retaper le texte sur la machine de la mairie. Et quand les gendarmes comparent le texte, ils se rendent compte que ce n'est pas du tout les mêmes caractères, donc ça discute complètement le secrétaire de mairie. Ensuite, ils vont auditionner quelques personnes, il faut bien étayer leur rapport, hein. Ils vont auditionner quelques personnes et ils vont se rendre au cimetière de Vesle, où là, ils vont se rendre compte que sur la tombe, c'est une tombe en terre, hein, sur la tombe en terre, il y a 4 bouquets de fleurs qui ont déjà été déposés. Alors, pour eux, l'affaire, ils n'aboutissent pas, il n'y a rien, il n'y a aucune... Pour eux, ce sera une affaire sans suite. Mais l'affaire a fait grand bruit quand même, et c'est remonté jusqu'à Orléans. Alors là, à Orléans, on va envoyer les fins limiers de la police judiciaire, qui vont revenir, refaire l'enquête de la gendarmerie. Ils vont repasser par où sont passés les gendarmes et ils vont arriver aussi à une affaire sans suite. Ils vont classer l'affaire sans suite. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le cimetière va rester sous surveillance. Parce que dans un rapport des renseignements généraux, en date du 15 juillet 1942, on signale qu'à l'occasion du 14 juillet, il n'y a eu aucune manifestation au sein du cimetière, donc il n'y a pas eu de dépôt de fleurs, etc. Mais dans son rapport, cet inspecteur-là note: cette tombe, alors je le cite, cette tombe est régulièrement entretenue par plusieurs habitants de la commune, et notamment par M. Laval, retraité du laboratoire municipal de Paris, et Mademoiselle de Billon, célibataire âgée. Par contre, on ne sait pas comment Londres va être avisé, mais ce qui est sûr, c'est que sur les ondes de la BBC, Maurice Schumann, qui est le porte-parole de la France Libre, va vilipender Robert Balzan sur les ondes de Radio Londres. Et ça, tout le monde va l'entendre, et ça ne va pas lui rendre service, hein. La Libération, sur décision du nouveau préfet qui s'appelle Laporte, Pierre Laval, c'est le nom du maire, hein, ça étonne personne, mais moi quand j'ai vu le nom, ça m'a un petit peu surpris, donc c'est un homonyme. Hein. Pierre Laval est désigné pour remplacer Robert Balzan. Alors dès sa prise de fonction, Laval, il entreprend des démarches pour savoir qui est enterré à Vesle. Donc il va écrire à Maurice Schumann, qui lui va faire suivre son courrier à Jacques Soustel qui est directeur des services spéciaux français. Et c'est par ce biais que le maire va connaître la véritable identité. Alors on va savoir que c'est un Français qui s'appelait Jean-Pierre Léon Joseph Reynac, qui était né le 27 mars 1915 à Paris 8e, qu'il était marié, qu'il était engagé au sein de la France Libre avec le grade de sous-lieutenant. Alors immédiatement, une action est menée auprès du tribunal civil de Châteauroux, afin que le nom de Reynac soit inscrit sur l'état civil. Et c'est ce qui va être fait le 22 janvier 1945. Qui était Jean-Pierre Reynac? Alors il faut savoir qui était cet homme quand même, c'est important. Alors Jean-Pierre Reynac était issu d'une famille de notables installée dès le XVIIIe siècle en Allemagne. Son arrière-grand-père, l'arrière-grand-père du parachutiste, hein, vous me suivez, était un banquier. Et il était d'abord installé à Francfort-sur-le-Main, puis en plus il a émigré en France, où dès l'Empire il prend la nationalité française. Hermann aura 3 fils. Joseph, Salomon et Théodore. Alors, on va s'attarder que sur Joseph. Joseph qui est le grand-père de notre parachutiste. Alors, Joseph, c'est un érudit comme ses 2 frères, c'est un intellectuel, un érudit. Il est avocat de métier, il est journaliste, historien, mais c'est également un homme politique, il sera 2 fois député. C'est un homme qui a des convictions et il participe activement à la création de la Ligue des droits de l'homme. Et surtout, il est connu pour avoir été un des premiers défenseurs du capitaine Dreyfus, Alfred Dreyfus, qui avait été injustement condamné pour haute trahison. Alors, Joseph Reynac va avoir 2 enfants, un garçon et une fille. Bon, je vais zapper la fille, je vais garder que le garçon. Il a un garçon qui s'appelle Adolphe, qui est donc le père de notre parachutiste. Adolphe va suivre le modèle de son père, il va devenir un homme de lettres,
un brillant helléniste et un archéologue réputé. Les deux familles, Reynac et Dreyfus, vont continuer à se fréquenter même après que l'affaire soit terminée. Et c'est sans doute comme ça que Adolphe Reynac va rencontrer Maggie Dreyfus, la nièce du capitaine Dreyfus. Et ils vont se marier en 1912. Alors, Marguerite, qui était appelée Maggie Dreyfus, avec Adolphe, vont avoir 3 enfants. Tout d'abord 2 filles, Suzanne et ensuite Françoise. Mais lorsque le premier conflit mondial en 1914 va éclater, Maggie est enceinte d'un 3e enfant. Adolphe, qui a été mobilisé auprès du 46e régiment d'infanterie, il a le grade de sous-lieutenant, monte à l'assaut le 31 août 1914 et il est tué au combat, avec ses hommes. On ne retrouvera jamais son corps. Il n'avait que 27 ans. Quelques mois plus tard, donc le 27 mars 1915, dans cette histoire, la seule date qui est bonne, c'est la date de naissance. Le 27 mars 1915, naîtra Jean-Pierre Reynac. Alors Jean-Pierre, il va grandir sans la présence paternelle, mais il va être sous la protection de ses 2 grands-pères, c'est-à-dire Joseph Reynac et Mathieu Dreyfus. Alors, jusqu'en 1921 pour Joseph Reynac, jusqu'en 1930 pour Mathieu Dreyfus, c'est leur date de décès. Mais Maggie Reynac, la mère de notre parachutiste, de Jean-Pierre, va épouser en seconde noces Ernest Mercier. Alors Ernest Mercier, c'est un industriel et un dirigeant de société. Il travaille dans les énergies nouvelles, le pétrole et l'électricité. Pour vous faire la chose très courte, EDF, c'était ça, c'était lui qui l'a inventé, on va dire, et maintenant la société Total, il travaillait dedans. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avait quand même une relative importance. Alors le couple n'aura pas d'enfant, mais Mercier va considérer Jean-Pierre comme son propre fils, et il va contribuer à son éducation et sa formation intellectuelle. Alors bien sûr, Jean-Pierre va grandir dans le confort d'une famille bourgeoise, et il va obtenir son bac, il va étudier ensuite à l'École libre des sciences politiques, et il va obtenir une licence en droit, et sera titulaire d'un DES de sociologie et d'économie politique. À Paris, il va faire la connaissance d'une jeune Anglaise, qui se prénomme Naomi, c'est Naomi de Rothschild. Alors c'est un coup de foudre immédiat et réciproque. Les jeunes gens décident de se fiancer dès l'été 1939. Mais le 25 août 1939, la guerre menace, Jean-Pierre est mobilisé comme beaucoup de Français et il rejoint son régiment, le 75e régiment d'artillerie, qui stationne du côté de Fourmies dans le nord. Lorsque l'Allemagne passe à l'offensive le 10 mai 1940, Jean-Pierre Reynac va participer à la campagne du Nord avec la 9e armée. On connaît la suite, hein, on n'a pas gagné la guerre. Donc il est démobilisé le 8 août. Mais Jean-Pierre Reynac, c'est un patriote dans l'âme. Il est patriote et il refuse la défaite. Pour lui, c'est inconcevable que l'armée s'arrête comme ça. Alors, Jean-Pierre Reynac, il est profondément attaché à son pays et aux valeurs qu'il représente. Des valeurs acquises dans le culte du souvenir de son grand-oncle, le capitaine Dreyfus, mais aussi d'un père disparu au combat en 1914. Alors, ce que va faire Jean-Pierre Reynac, il va demander à son beau-père, Ernest Mercier, qui est un homme d'influence, de réseau, de lui obtenir un visa pour aller travailler à Casablanca au Maroc. Alors bien sûr, on va lui trouver tout de suite un emploi, il aura un emploi de secrétaire administratif dans une société marocaine de distribution d'eau, de gaz et d'électricité. Il se rend au Maroc. En fait, la famille était très contente, surtout sa mère, parce qu'elle se disait au moins au Maroc, il sera tranquille dans cette Europe tourmentée. Mais ce n'est pas du tout ce que veut faire Jean-Pierre Reynac. Jean-Pierre, lui, ce qu'il veut, c'est rejoindre le général de Gaulle à Londres, parce qu'il a entendu parler que ce général, qui était tout à fait inconnu en 1940, appelait à poursuivre le combat. Mais aussi, il veut retrouver sa fiancée, qui est anglaise, qui est retournée à Londres. Donc il a un double but, en fait. Alors, durant son séjour au Maroc, il va faire la connaissance d'un industriel français de 50 ans, Antoine Semidéhi, également désireux de rejoindre le général de Gaulle. Alors, cette rencontre sera déterminante pour le destin de Reynac. Et on va entendre parler de ce Semidéhi tout à l'heure. Alors, après bien des péripéties, dont je vous fais grave parce que c'est un petit peu long, il obtient un visa commercial pour aller aux États-Unis. À New York, il va rencontrer le représentant des forces françaises libres et il va signer non pas un acte d'engagement, mais il va remplir des dossiers qui vont lui permettre de rentrer en Angleterre. Alors, il va embarquer le 25 août à New York et on sait qu'il arrive le 12 septembre à Liverpool. Et là, il passe 3 jours à Liverpool dans un centre anglais
qui s'appelle le Patriotic School. Alors c'est un centre qui permet aux Anglais de faire le tri avec tout ce qui arrive en Angleterre, parce qu'il peut y avoir des espions, etc. Donc il va rejoindre le dépôt central de Londres du général de Gaulle que le 15 septembre au soir. Donc là, il est trop tard pour signer un acte d'engagement. Cet acte d'engagement, il le signera que le lendemain, le 16 septembre. Et il ne le signe pas sous le nom de Reynac, il va prendre un pseudonyme. Il va se faire appeler Clairaut, Jean-Pierre Clairaut. Alors il a atteint son but, rejoindre de Gaulle et rejoindre aussi Naomi. Et ils vont se marier le 2 octobre 1941. Alors au sein du BCRA, Reynac va changer plusieurs fois d'affectation. Alors du 16 septembre jusqu'à la fin octobre, il va être attaché au service du renseignement. Du 1er novembre jusqu'au 17 novembre, il sera détaché auprès du secrétariat particulier du général de Gaulle. Et à partir du 17 novembre jusqu'à son départ en mission pour Vesles, il va être mis à la disposition d'un nouveau service qui est rattaché au commissariat national à l'intérieur, section Afrique du Nord, sous les ordres de ce fameux Antoine Sémidéi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui lui aussi a rejoint le général de Gaulle, mais lui il est capitaine déjà. Donc, au printemps 1942, Reynac va suivre un entraînement militaire, y compris à l'école de parachutage, car il s'est porté volontaire pour toute mission extérieure. Alors, moi je me dis que je ne comprends pas pourquoi il s'est porté volontaire, comme ça il aurait pu rester tranquillement les pieds sous son bureau jusqu'à la fin de la guerre, il aurait été bardé de décorations, il aurait pris du galon, mais c'est pas comme ça qu'il raisonnait Jean-Pierre Reynac. Jean-Pierre Reynac, lui, pour lui, c'était un devoir de s'investir. Alors, quelle était cette fameuse mission dont il était chargé? Alors, des renseignements qui étaient parvenus à Londres, faisant état de groupes épars en Algérie, prêts à s'investir auprès du général de Gaulle. Et une fois parachuté en France, Reynac aurait dû se rendre d'abord à Marseille et ensuite à Alger. Alors à Marseille, il devait déposer l'émetteur-récepteur à un résistant qu'il devait connaître, et il devait lui remettre aussi une des deux enveloppes, vous savez, les 160 000 et 200 000 francs. Donc il devait lui remettre cette enveloppe, et là il devait rendre ses papiers au nom de Royer, tout ce qui était Royer, c'est-à-dire le permis de conduire, tout ça, il devait tout redonner, et il devait changer de papier, et là il devait se faire appeler Jean-Paul Robida. Il changeait de nom. Et une fois à Alger, il devait rencontrer 6 personnes qu'il connaissait déjà, qu'il avait appris par cœur, et il devait avec ces 6 personnes leur demander de faire chacun indépendamment un réseau de résistance. Alors lui-même, Jean-Pierre Reynac, devait s'assurer du transfert de marchandises maritimes entre le Maroc et l'Algérie. Il devait récupérer du matériel, des hommes et de l'armement. Ces réseaux, sur le terrain, devaient être indépendants. 6 hommes ne devaient pas se connaître, par mesure de sécurité. Mais également, surtout ne pas se faire connaître auprès des alliés, surtout des Américains et des Anglais. Il y avait une défiance entre les services. Donc leur mission, en fait, c'était au jour J, s'il y avait eu un débarquement, parce qu'en 1942, au mois de mai, on ne savait pas s'il allait y avoir un débarquement ou pas, leur mission, c'était de noyauter un petit peu les voies de communication, les administrations, etc., pour faciliter un débarquement. Et au cas où ça serait les Allemands qui auraient débarqué en Afrique du Nord, là, ils devaient saboter un petit peu tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher l'établissement des Allemands en Afrique du Nord. Alors cette mission en Algérie, elle devait rester secrète. D'ailleurs, la dernière recommandation de son ordre de mission précisait: cette organisation devra faire l'objet d'un réseau absolument autonome, séparé de tous les autres réseaux. Donc on voit bien que ça a une importance cruciale pour le BCRA. Mais malheureusement, sa mission va s'arrêter sur les terres de Vesles. Alors le décès de Jean-Pierre Reynac va mettre un terme à cette mission en Afrique, parce qu'aucun autre agent va être envoyé pour le remplacer. Et suite à cet échec, le BCRA va rester hors jeu jusqu'au débarquement des Alliés le 8 novembre 1942. D'ailleurs, de Gaulle ne sera avisé du débarquement que le 8 au matin. Les Anglais et les Américains ne lui ont absolument pas dit qu'il allait avoir un débarquement. Alors, à Londres, il n'y a aucune enquête qui a été entamée pour savoir pour connaître les circonstances du décès de leur agent. Bon, cette mort elle a été considérée comme accidentelle, classée comme perte prévisible en temps de guerre. Alors, lors du décès de son mari, Naomi est enceinte de 4 mois. Elle ne sera officiellement avisée du décès de son mari par les Anglais qu'en novembre 1942. Pourquoi en novembre 1942? Parce qu'ils ont attendu que Naomi accouche le 18 octobre 1942, qu'elle donne naissance à une petite fille qui sera prénommée Jocelyne, qui est parmi nous aujourd'hui.
Mais malgré cette attestation fournie par les Anglais, elle ne croit pas à la mort de son mari, elle n'y croit pas. Elle se dit peut-être qu'il est prisonnier quelque part. Alors les Français vont lui fournir en 1944, le BCRA va lui fournir une attestation officielle signée du commandant Manuel en disant qu'il est bien mort en mission, mais elle n'y croit toujours pas. Et elle va faire des pieds et des mains pour venir en France. En 1945, début de l'année 45, elle va venir à Vesles. Naomi va venir à Vesles avec sa belle-mère, la mère de Jean-Pierre, Maggie Renac, Maggie Dreyfus maintenant. Elle se rendra à Vesles le 9 février 1945 pour rencontrer des gens qui auraient pu voir le corps de son mari. Et là, elle va rencontrer l'abbé Rousseau. L'abbé Rousseau, lui, il l'a vu, le corps. C'est lui qui a procédé à l'enterrement. Donc, je pense qu'elles vont lui montrer une photo, et lui, il va reconnaître, il va dire, oui, c'est bien l'homme que j'ai mis en terre. Alors, elle est désormais convaincue du décès de son mari. Elles vont pouvoir, avant de repartir en Angleterre, se recueillir sur la tombe de Jean-Pierre, au cimetière de Vesles. En 1946, pour la municipalité de Vesles, se pose la question administrative de l'existence de la tombe. Le nouveau maire, Pierre Laval, propose au conseil municipal d'offrir la concession à la famille Renac et de prendre en charge tous les frais d'enregistrement. Le conseil municipal va valider cette proposition. En 1947, Naomi, qui est veuve depuis 5 ans, va se remarier. Elle va épouser à New York Bertrand Goldschmidt, avec qui elle aura 2 enfants. Elle aura Paul et Emma. Goldschmidt, en fait, c'est un chimiste, c'est un physicien nucléaire. On le connaît parce que c'est le dernier assistant de Marie Curie. Naomi, malgré son remariage, mettra un point d'honneur à revenir chaque année commémorer la mémoire de son mari. Elle reviendra à Vesles, seule ou accompagnée de sa famille. Alors à chacun de ces passages, elle sera reçue par Berthe de Guillon, vous savez, la célibataire âgée, qui entretenait la tombe, jusqu'en 1965, l'âge de son décès, à l'année de son décès, pardon. Puis ce sera Madame Alasseur qui va prendre le relais, qui accueillera la famille. Mais Madame Alasseur doit quitter Vesles pour habiter dans une autre région. Alors ça sera Madame Bottin, née Tovy, qui recevra Naomi et sa famille, quand ils passeront tous les ans, jusqu'au décès de Naomi en 2007. Et 1 an plus tard, Jocelyne Renac, qui entre-temps s'est mariée, qui s'appelle Brice, Jocelyne Brice, sa fille, prend une décision. Elle décide de faire exhumer les restes de son père et de les faire transporter dans le caveau familial en région parisienne. Alors les autorisations sont demandées, sont obtenues. Au jour J, tout le monde est sur place, la famille, la mairie, tout ça. Et rien ne se passe comme prévu. On creuse jusqu'à une profondeur de 2 mètres et on ne retrouve du cercueil qu'un petit morceau de planche. De Jean-Pierre Renac, on ne retrouve qu'un morceau d'os, vraisemblablement un fémur. C'est tout ce qui reste. Le temps a fait son œuvre, il n'y a plus rien. Si, on retrouve juste un bouton de manchette en or. Et l'os va être incinéré au crématorium de Châteauroux et transféré en région parisienne. Alors, pour ceux que ça intéresse, hein, je ne donne pas un secret, hein, Madame Brice, hein, mais le bouton de manchette, en fait, il est autour du cou de Madame Brice, si vous voulez le voir, il est monté en pendentif, il est là. Donc, moi je dis, il est intéressant de noter quand même la similitude entre le père et le fils. Jean-Pierre Renac et son père Adolphe, ils ont eu des destinées similaires. Ils sont morts tous les deux à l'âge de 27 ans. Ils étaient tous les deux officiers au service de la France. Ils sont morts tous les deux durant un conflit mondial. Première guerre mondiale pour le père, Deuxième guerre mondiale pour le fils. Et tous deux sont morts avant la naissance de leur enfant. Leur femme était enceinte, ils n'ont pas vu la naissance de leur enfant. Alors, c'est surprenant de constater comment le destin peut s'acharner sur une famille. Moi, ça m'a toujours un petit... Je vais vous parler maintenant je voudrais terminer mon exposé sans vous parler de Robert Balzan, parce que j'ai entendu tout et son contraire de Robert Balzan. Alors, Robert Balzan était né en 1875. Il fait de brillantes études, il va sortir diplômé de HEC Paris. En 1901, il va se marier avec Thérèse Chabot-Latour, avec qui il aura 5 enfants. En 1904, il se présente aux élections municipales et il va être élu maire de Vesles, 1904. Il remplace son frère à ce poste, son frère Jacques, qui lui-même avait remplacé leur père, Auguste Balzan. Donc c'est une continuité familiale sur Vesles. Alors, moi je trouve qu'il est intéressant de noter quand même que Robert Balzan est resté 40 ans maire de Vesles, 1904-1944. Je crois que c'est le plus long mandat qu'il y a eu à Vesles. Et puis, je me suis demandé, j'ai essayé de comprendre pourquoi Robert Balzan avait sorti cette petite phrase là, le 30 mai 42. Je vous la rappelle, hein, si c'est un Anglais, un ennemi de moins, si c'est un gaulliste, un traître de moins.
dis c'est quand même bizarre, c'était pas un imbécile, pourquoi il sort cette phrase? Mais en fait, c'est simple, il suffit de réfléchir un petit peu. Balzan était un fervent admirateur du maréchal Pétain, pardon, maréchal, pas général, du maréchal Pétain. Pourquoi? Pétain, quand il est venu, quand on lui a donné le pouvoir, parce qu'on lui a donné la France, hein, la Troisième République, elle est partie en quenouille, donc il est arrivé comme le sauveur de la France. Moi, mon père chantait Maréchal, nous voilà à l'école, hein, Maréchal devant toi, le sauveur de la France. Il avait plus de 80 ans, il avait côté rassurant, c'est un ancien militaire. Balzan aussi, il avait fait 4 ans de guerre, c'est un ancien officier, donc voilà, il faisait confiance à Pétain, à ce que racontait Pétain. Pétain qui était auréolé de gloire, qui avait été le vainqueur de Verdun, enfin voilà, c'était quelque chose de rassurant. Et il faut savoir aussi que Balzan n'aimait pas trop les Anglais, hein. Donc on ne va pas remonter jusqu'à Jeanne d'Arc, hein, mais il avait une certaine antipathie des Anglais parce que les Anglais qui avaient été nos alliés durant la Première Guerre mondiale, qui l'avaient été quand on s'était battu durant la Deuxième Guerre mondiale contre les nazis, ben on ne sait pas pourquoi, la politique avait fait que la Royal Navy avait coulé la flotte française dans le port de Mers-el-Kébir en Algérie, et ça avait causé la mort de 1295 marins français. La plupart étaient morts, noyés, coincés dans les cales des bateaux. Et ça, pour Balzan, c'était considéré comme un acte de guerre. Donc c'est pour ça qu'il dit un ennemi de moins. Pour lui, c'est un ennemi de moins. Quant à De Gaulle, alors De Gaulle était considéré par le régime de Vichy hein, comme un militaire qui avait désobéi. Il était inculpé de désertion en temps de guerre, et c'est pas le militaire qui va me contredire. Désertion en temps de guerre, c'est très grave pour un militaire. D'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, il avait été déchu de sa nationalité et condamné à mort. Alors pour quelqu'un qui faisait confiance à la politique du maréchal Pétain, tout ce qui était De Gaulle, pour lui, c'était des traîtres. Donc c'est pour ça, je pense, qu'il sort cette phrase. Alors, il est en adéquation avec ses idées, en fait, Balzan, parce que, et faisant confiance au maréchal Pétain, il n'aime pas les Anglais, il ne fait pas trop confiance aux gaullistes, bah, ce qu'il dit, en fait, c'est logique pour lui, en fait, il n'y a rien de dramatique. Alors, on va avancer un peu dans le temps. Le 29 août 1944, à 8h15 du matin, c'est un mardi, les FFI viennent l'arrêter au parc, chez lui, là où il habite. Et il est conduit en automobile au commissariat de police de Châteauroux. Et là, il subit un premier interrogatoire. Alors, un interrogatoire de routine, on va vérifier son identité, on va lui notifier ce qui lui est reproché, et Balzan lui reconnaît, il dit, bah oui, j'ai fait confiance au début, j'ai fait confiance au maréchal Pétain, oui, j'ai bien dit cette phrase, il lui reconnaît, hein, pas de problème. Hein. Dans la matinée, il est transféré à la caserne Bertrand. À midi, on le transfère en camion à Pouligny-Notre-Dame, où là, il subit un deuxième interrogatoire un peu plus poussé. Et là, Balzan va fournir un certificat médical qui est établi par son chirurgien, le docteur Asselin, parce que quelques semaines auparavant, il avait subi l'opération de la prostate. Et une opération de la prostate en 1944 n'a rien à voir avec les opérations qu'on subit maintenant. Mais voilà, il a ce certificat et les gens là, vont prendre en compte cette opération et il va être mis à l'hôpital de la Châtre, mais toujours gardé, hein, il n'est pas libre de ses mouvements. Hein. Mais alors, coup de théâtre, le 30 août, à 17h, on vient le chercher à l'hôpital et on le transfère à Lourdouec-Saint-Michel, avec des prisonniers ordinaires, c'est-à-dire des voleurs, des tueurs, des assassins, enfin il est mélangé avec tous ces gens-là. Et il y a un des gardiens qui trouve rien de plus drôle que de demander à Balzan de faire une corvée de charbon. Donc toute la matinée, il va porter des seaux de charbon. À cette époque-là, Balzan, il a 69 ans. Donc c'est plus un perdreau de l'année, hein, mais bon, il est blessé, mais il continue toute la matinée, il porte ses seaux de charbon. Et bien sûr, arrivé à midi, il n'en peut plus. Et le médecin vient le voir, le médecin du camp, et le médecin, il constate qu'il a une très très forte fièvre. Et il a ce qu'on appelle une orchite, c'est une inflammation d'un testicule qui est due à ce qu'il a trop forcé. Et là, le médecin, il panique un peu, il se dit, mais s'il faut le réopérer, moi je ne suis pas chirurgien, je n'ai pas de matériel, je suis que généraliste. Donc il faut l'envoyer chez le docteur Asselin, à la clinique du docteur Asselin. Alors il va passer 2 mois chez le docteur Asselin, à se retaper, à se requinquer. Dès que ça va aller mieux, au bout de 2 mois, il va être envoyé à l'hôpital de Châteauroux. Et ensuite, il finira à l'asile Saint-Denis, où il sera remis en liberté surveillée, jusqu'à temps qu'il y ait une décision de justice. Car entre-temps, il y a des juridictions d'exception qui se sont mises en place. Il y a l'ordonnance du 26 décembre 1944 qui permettait
de réprimer tout acte qualifié d'indignité nationale. La peine infligée était qualifiée de dégradation nationale. Alors, c'est un fourre-tout, hein, on y met un peu tout ce qu'on veut dedans. Hein. Et le 22 mai 1945, Balzan est convoqué au tribunal à Châteauroux. Il va prendre comme défenseur un bâtonnier assez célèbre, Pathureau-Mirand. Et Pathureau-Mirand, tout de suite, il va me dire au président, mais attendez, là, la guerre elle vient d'être arrêtée il y a 15 jours, on n'est que le 22 mai, la guerre s'est arrêtée le 8 mai. Moi, je n'ai pas mes témoins à décharge. Donc, il demande un report. Trop content, le juge dit « Ok, pas de problème, on reporte ». L'année d'après, le 26 février, de nouveau, il repasse en jugement. Mais là, il ne passe plus à Châteauroux, il est à Bourges. Et là, on va lui notifier tout ce qu'on lui reproche. Alors, on lui reproche bien sûr cette fameuse petite phrase, hein, si c'est un Anglais, c'est un ami, etc. Mais on lui reproche également d'avoir frappé le corps, le cadavre du parachutiste. Et on lui reproche de ne pas avoir fait d'inhumation, d'avoir empêché l'inhumation. Alors bien sûr, c'est complètement fantaisiste, l'avocat va faire son travail, il va faire venir à la barre une personne de Vesle, Abel Toura, qui est réparateur de cycle ici à Vesle, et Abel Toura va dire « mais moi j'étais au Guigné le matin avant l'arrivée de Balzan et je suis parti après lui, je ne l'ai jamais vu donner un coup de pied ». Enfin, donc ça ne va pas être retenu par l'accusation. Et le fait d'avoir refusé d'avoir enterré, d'inhumer, on sait très bien que le corps a été inhumé, c'est lui qui a décidé. Il a refusé de le mettre sur l'état civil, mais il n'a pas refusé de le faire enterrer. Donc ces deux faits ne seront pas retenus. Et alors ce qui est bizarre, c'est que le refus d'inscrire le décès du parachutiste, enfin de Royer à cette époque-là, ne va pas être annoncé au tribunal. Alors peut-être qu'ils ont jugé que le fait d'avoir perdu la mairie, ça l'avait assez puni, enfin bon, ça n'a pas été abordé. Alors la Marseillaise du Berry, en date du 22 février 1946, nous dit que Balzan va être condamné à 6 ans de dégradation nationale. Mais il nous précise dans ce journal que la peine a été atténuée par le fait que Balzan a eu un comportement qui a changé au fil de la guerre. Alors, moi, je me suis intéressé à quel était ce comportement, pourquoi il aurait changé. Alors, Maître Pathureau-Mirand va faire remarquer que si Robert Balzan était effectivement acquis aux idées du maréchal Pétain, il avait toujours tenu des propos anti-allemands. Alors, il va faire venir un témoin qui va venir de Tunisie, M. Sarfati, qui va dire effectivement, moi j'ai toujours entendu Balzan tenir des propos anti-allemands. Bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin parce que j'ai eu par Gilles Guillaume, j'ai eu les comptes rendus du conseil municipal. Et en 1940, il suffit de lire ce que dit Balzan dans son petit résumé, s'il n'accueille pas les Allemands à bras ouverts. Hein, voilà, on ne peut pas lui reprocher ça. Hein. Alors, au cours du débat, il fait la preuve, Maître Pathureau-Mirand, il fait la preuve que Robert Balzan donna asile, entre février 1944 et la Libération, il donna asile à un monsieur qui s'appelait Max Epstein, qui était un monsieur qui vivait à Paris, mais qui avait trouvé refuge à Châteauroux, qui était de confession juive, hein, bien sûr, et il était recherché sûrement par la milice ou la police, et il avait donné asile à ce monsieur dans une de ses fermes. Il avait plusieurs fermes, notamment la Madrole, où il y avait plusieurs hectares, donc il lui avait donné asile ici. Mais on a su aussi, en cherchant, l'avocat a trouvé que le deuxième bureau militaire avait demandé à Robert Balzan de planquer de l'armement. C'est-à-dire quand il y a eu la débâcle, quand l'armée reculait, ben, ils ne savaient plus quoi faire de leur armement, donc on avait demandé à Balzan de cacher de l'armement. Alors c'était des affûts de canon, c'était des mitrailleuses, et il cache ça, tout ça, dans les fermes de la Madrole. On sait que son fils François va également cacher deux Français de la France libre. En 1940, le lieutenant Beresnikov, et ensuite, un peu plus tard, le lieutenant Émile Chudot. Alors Beresnikov, le pauvre, c'est un des premiers à avoir été débarqué sur les côtes françaises. Il avait une mission à effectuer. Quand il est revenu pour embarquer, il n'y avait plus de bateau. Donc il s'est dit, j'ai plus qu'une solution, traverser la France, gagner l'Espagne, le Portugal, et c'est ce qu'il va faire pour regagner l'Angleterre. Et quand il va passer à Châteauroux, il va être hébergé chez François Balzan. Alors, on pourrait parler aussi de l'usine Balzan. L'usine Balzan avait été réquisitionnée par les Allemands pour confectionner des uniformes. Et Robert Balzan et son fils François s'étaient débrouillés pour acheter des laines de très mauvaise qualité. Et quand ils ont montré le résultat aux Allemands, les Allemands ont dit « on ne peut pas mettre ça, ça gratte, c'est pas possible ». Donc ils ont dit « on ne travaillera pas avec vous ». Mais de ce fait, Balzan, il a réussi à sauver des emplois, mais aussi les jeunes qui auraient pu partir au STO sont restés
Donc ce n'est pas un acte de résistance, mais enfin voilà, c'est un acte anti-allemand. Alors, on pourrait parler aussi de certains membres de la famille Balzan. Henri Balzan, son cousin et sa fille Jacqueline, qui cachaient des gens qui traversaient la ligne de démarcation, il les cachait dans un coin reculé de l'usine à Châteauroux, avant d'être pris en charge pour partir de France. On a aussi un homme qui s'appelle Michel Kallmann, des éditions Kallmann-Lévy, qui avait trouvé refuge au château du Plessis, et qui est resté un certain temps déguisé en bûcheron, jusqu'à temps qu'il puisse partir, je crois que c'est aux États-Unis. Et enfin, Louis Balzan, cousin de Robert, qui fut officier au sein d'un réseau anglais, en comme quoi, il n'était pas rancunier, le réseau Cartwright. Il a été arrêté par la Gestapo, détenu de longs mois en prison, et il est parti 2 ans en déportation au camp de Mauthausen et au camp de Loivalpass en Slovénie. Alors, si aucune mesure d'emprisonnement n'a été prononcée, de Robert Balzan lui ferme bien des portes. Alors, il faut savoir, moi j'ai relevé un petit peu quels sont les emplois que faisaient, les occupations que faisait Robert Balzan. Alors, c'était un monsieur qui était très occupé. Il était administrateur de la compagnie d'assurance La France, administrateur de la caisse mutuelle d'accidents de l'industrie textile, administrateur de la Banque de France de Châteauroux, président de la Société des établissements à Rissard. Il était juge au tribunal de commerce de Châteauroux. Et à partir de 1930, c'est lui qui assume seul la direction de l'usine Balzan. Et il était maire de Velle. Tout ça, c'est terminé. Avec sa condamnation, il n'a plus le droit d'exercer. Il rend sa carte d'électeur, et surtout, le grand chancelier de la Légion d'honneur à Paris lui retire sa Légion d'honneur. Légion d'honneur qu'il avait gagnée au combat pendant la guerre de 14. Alors, c'est vrai que Robert Balzan va faire appel. L'appel va être rejeté. Mais il va obtenir une réduction de peine, il va obtenir une grâce. On va lui réduire sa peine de moitié. Donc sa peine va être non plus de 6 ans, mais de 3 ans. Mais à la fin de sa vie, à l'hiver de sa vie, Robert Balzan, c'est quelqu'un qui est usé, désabusé, brisé et malade. Et de sa gloire passée, il ne reste plus grand-chose. Il devient quasiment aveugle et il va mourir le 12 avril 1952 à l'âge de 77 ans. Voilà, mesdames, messieurs, je n'ai pas trop débordé. Je vous remercie de votre attention. Et je vous donne rendez-vous à l'inauguration de la plaque sur la place à côté. Je vais juste rajouter un truc. Là, par manque de temps, je n'aborde pas les zones d'ombre qui existent sur cette affaire Renac. Il y a des tas de choses qui pour moi, sont incohérentes. Vite fait, 30 secondes. Renac n'aurait jamais dû être parachuté à Velle, il aurait dû être parachuté 40 km. Et il y a plein de choses qui ne vont pas. Pourquoi le pilote n'a pas fait demi-tour? Pourquoi il a largué Renac à 180 mètres au lieu de le larguer à 300-400 mètres? 180 mètres avec un équipement de 130 kg, on descend comme un plomb. Il a dû tomber comme une masse. Et je pense qu'il a dû, en tombant, tomber sur la caisse qui était le poste émetteur, et c'est ce qui a pu lui occasionner cet enfoncement. Mais il y a plein de choses qui ne vont pas. Et on pourrait rentrer aussi dans les détails de l'affaire du débarquement entre les Anglais et les Américains. Enfin, là, ça nous amènerait trop loin. Pour ceux que ça intéresse, bon, vous pouvez toujours acheter le livre qui est en vente à côté. Mais là, voilà, il y a des choses qui ne vont pas dans cette affaire. Et malheureusement, les Anglais, ils n'ont pas libéré cette partie des archives. Dieu sait qu'on peut racheter des archives chez eux. Mais cette partie-là, malheureusement, on ne peut pas encore y avoir accès. Alors, on ira peut-être accès dans 20 ou 30 ans, mais malheureusement, dans 20 ou 30 ans, je serai, semble-t-il, plus là. Mais bon, il faut toujours espérer. Hein. Voilà, je vous remercie, messieurs, dames. Eh bien, merci. Merci, Christian, pour ton exposé très complet, très brillant. Je crois qu'Henri Balzan veut dire un petit mot. Alors, Henri habite le Plessis, sur la commune de Velle, depuis quelque temps. Et en plus, il officie à la mairie de Châteauroux, puisqu'il est au conseil municipal de Châteauroux. Adjoint, pas adjoint, vice-président de l'agglomération. Henri, je te passe la parole. Merci Gilles. Écoutez, je n'avais pas prévu de parler après ce brillant exposé de Christian Tessier. Juste pour vous dire peut-être que nous sommes ici pour un devoir de mémoire. C'est important la mémoire, et d'abord la mémoire de Jean-Pierre Renac, évidemment. Ils font partie de ces personnalités, de ces familles qui ont énormément donné à la France,
qui l'ont d'ailleurs payé de leur vie, mais c'est grâce à des Jean-Pierre Reynac qui ont fait leur devoir, et j'insiste, ils ont fait leur devoir. C'est grâce à des Jean-Pierre Reynac aujourd'hui que la France est la France, qu'elle s'est relevée de la débâcle, qu'elle a été libérée, et qu'elle existe aujourd'hui, et qu'on est tous là aujourd'hui. C'est le premier devoir de mémoire. Le deuxième devoir de mémoire, effectivement, c'est par rapport à Robert Balzan, qui a prononcé ces paroles inappropriées, mais que Christian Tessier a su remettre dans leur contexte. Et vraiment, je le remercie parce qu'effectivement, il y avait tout un contexte. Et même si ces paroles n'auraient jamais dû être prononcées, il ne faut pas l'oublier, elles appartiennent à un contexte qui était le contexte de l'époque. Troisième devoir de mémoire, peut-être aussi, et Christian Tessier l'a évoqué, la famille Balzan a eu quelques représentants qui se sont engagés aussi, d'abord pendant la Première Guerre, mais aussi pendant la Seconde. Donc Christian a cité Louis Balzan, déporté, grand résistant, le père de Marie Osmonde, ici présente, qui a écrit un livre de mémoire qui s'appelle Le Ver luisant, de ces années passées à Mauthausen où il a survécu. Christian Tessier a aussi mentionné mon grand-père qui, comme Robert et comme François Balzan, ont hébergé au Plessis un certain nombre de réfugiés résistants aux Juifs. Et il m'arrive régulièrement que des gens m'appellent en me disant « Voilà, je suis le petit-fils d'un tel qui a été hébergé au Plessis pendant la guerre. » Et qui me dit « Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à votre grand-père. » Donc c'est aussi une vraie émotion. Et peut-être le dernier, c'est Jacques Balzan, qui était effectivement maire de Vesle aussi, avant Robert, qui est le frère aîné de Robert, en 1944. Voilà, donc devoir de mémoire pour la famille Reynac, pour ce qui a été dit par mon grand-oncle, mais aussi par les souvenirs de la famille Balzan, et je souhaite que... Je suis vraiment content de cette journée entre ces deux familles qui se retrouvent aujourd'hui, et qui franchement, les deux, ont vraiment beaucoup fait pour la France. Merci. Merci. Merci Henri. Je souhaite passer la parole maintenant à Madame Brice, qui confie cette mission à sa fille Anne. Exactement, merci. Moi, je suis très émue d'être ici aujourd'hui et je tenais vraiment à remercier toutes les personnes ici présentes. Christian qui nous a fait une description vraiment très étayée et des recherches, et je le remercie vraiment beaucoup. Tout l'atelier d'histoire de Vesle et son président, que je remercie vraiment de nous avoir conviés. La famille Balzan, ici, qui est associée justement à cet événement. Et toutes les personnes qui ont perpétué le souvenir de Jean-Pierre Reynac à Vesle, ici. Ma mère n'a jamais connu son père, Jean-Pierre Reynac, comme lui-même n'avait jamais connu son père, car bien que très jeune marié, son sens du devoir et l'amour de la patrie, de sa patrie, la France, l'a conduit à accepter cette mission de résistance au cours duquel il a perdu la vie. J'ai jamais connu mon grand-père, Jean-Pierre évidemment, mais ma grand-mère par contre m'a beaucoup parlé de lui. C'était un homme qui pour lui était merveilleux et il a compté toute sa vie et il restera toujours quelqu'un qui a été très important pour elle. Et je me souviens très petite, on m'a confié un qui s'appelait Ma bien-aimée, que je regardais en étant très jeune. On m'a dit mais c'est ton grand-père qui l'a fait écrire, et j'étais là en train de me dire très bien, il l'a fait écrire, mais pourquoi? Et je le lis, en fait c'était l'histoire de Hermann Reynac, et comment est-ce qu'il était arrivé en France. Et en fait la conclusion de le livre, c'était le titre Ma bien-aimée, c'était pas une histoire d'amour que moi je voyais de l'âge de mes 12 ans, mais c'était Ma bien-aimée, sa patrie, la France. Et ça m'a vraiment marqué, ça a vraiment mis en lumière un petit peu ce qu'était mon grand-père. Mais mon grand-père était un résistant comme beaucoup d'autres. Et cette cérémonie, à mon avis, rend aussi hommage à tous ces héros, qui pour certains sont encore anonymes, comme a pu l'être mon grand-père à son époque. Et cette plaque commémorative nous rappelle et nous rappellera toujours tous les sacrifices de toutes les personnes qui ont œuvré pour que notre pays reste libre. Voilà ce que je voulais souligner. Je vous remercie beaucoup et merci à tous.
Merci à tous. Et puis maintenant, je pense qu'il est l'heure qui est à l'agenda. Hein, moins 25. On va se... Pardon? Oui. On va se diriger vers la place. Non? On a le temps encore? Voilà. Monsieur Gauthier du Souvenir Français, qui est arrivé entre-temps, que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure, nous dit que nous avons encore 15 minutes. Donc on va utiliser une partie de ce... Voilà, mesdames et messieurs, je propose que maintenant l'heure est venue de s'acheminer vers la stèle et de s'organiser pour faire cette belle cérémonie. Merci en tous les cas d'être venu ici. Ah non, je suis pas paumée, voilà.